Ici Aminata Keita Diop, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 8 avril 2026 et vous regardez une édition qui pourrait marquer l'histoire de cette chaîne et peut être celle de notre époque. Mais avant d'ouvrir ce dossier brûlant, je dois vous parler avec franchise, d'humain à humain. Nous traversons une période de frustration technique sur Géopolitique News. Nos analyses voyagent, nos vidéos sont vues. Mais les chiffres nous disent une vérité brutale. 99% d'entre vous qui regardez nos émissions en ce moment ne sont pas abonnés. Nos compteurs sont figés alors que l'actualité, elle, s'accélère. Si vous appréciez notre indépendance, si vous voulez que cette voix continue d'exister face au narratif dominant, nous avons besoin d'un électrochoc. Ne remettez pas cela à plus tard. Abonnez-vous maintenant, s'il vous plaît. Cliquez sur ce pouce bleu et partagez cette émission dans vos réseaux. C'est votre seule manière de dire à l'algorithme que la vérité compte. Aidez-nous à franchir ce cap. Brisons ce plafond de verre ensemble, dès ce soir. L'heure est grave. Le monde retient son souffle devant les derniers messages du président Trump sur Truth Social, évoquant la fin de la civilisation pour ce soir. S'agit-il d'un coup de bluff ultime ou d'une déconnexion totale avec la réalité ? Parallèlement, des révélations émergent sur un échec cuisant des forces spéciales américaines à Ispahan. Sommes-nous au bord d'un génocide nucléaire délibéré ? Pour décrypter ce chaos, nous recevons un homme qui connaît les rouages de la guerre et de l'atome comme personne. Ancien inspecteur des armes de l'ONU, ancien officier de renseignement du corps des marines et auteur engagé, Scott Ritter. Scott nous rejoint en duplex pour une analyse sans concession. Restez accrochés, ne bougez pas. Le face commence maintenant. Bon retour parmi nous. Nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2026 et nous sommes accompagnés de Scott Ritter, ancien inspecteur des armes de l'ONU, ancien officier de renseignement du corps des marines des États-Unis et également auteur. Alors, merci beaucoup de prendre ce temps. Scott Ritter, merci de m'avoir invité. Alors, c'est un peu incertain à ce stade, après tous ces tweets venant de Trump, affirmant que toute la civilisation mourra ce soir. A-t-il perdu la tête ? Ou pensez-vous que c'est juste une forme de tactique de négociation ? Comment comprenez-vous la récente poussée sur Truth Social ? Scott Ritter, quand vous avez un président qui menace du génocide 90 millions de personnes, cela ne peut être interprété comme une pensée rationnelle en aucune circonstance. C'est un président qui a clairement perdu la tête, perdu sa capacité de réflexion rationnelle, perdu sa capacité à gouverner. C'est un homme qui n'est pas qualifié pour occuper la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Et si les États-Unis espèrent conserver un semblant de légitimité constitutionnelle et au regard du droit international, c'est un président dont le règne de terreur doit prendre fin. C'est une guerre d'agression illégale qui est menée contre l'Iran. Personne ne peut articuler de façon cohérente autre chose que cela. Vous savez, le juge Jackson nous a prévenu à Nuremberg, il était le procureur qui a mis les nazis en jugement, que la guerre d'agression était le crime de guerre ultime, parce que d'un crime de guerre, la guerre d'agression découlait tous les autres crimes de guerre. Et maintenant, nous avons le président qui menace de génocide. C'est exact. C'est une punition collective, ce qui est littéralement un crime de guerre. Il n'y a aucune justification à cela. Absolument aucune. Et il y a, vous savez, l'utilisation de la terminologie par lui et son vice-président qui a dit qu'il y a des outils dans la boîte à outils que nous n'avons pas encore utilisés. Des outils qui seraient utilisés pour faciliter cette frappe mettant fin à la civilisation. L'implication est clairement que nous avons des armes nucléaires sur la ligne qui peuvent être utilisées. C'est un président qui parle d'utiliser les armes nucléaires de manière préventive contre une menace non nucléaire, contre aucune menace du tout. Encore une fois, la simple pensée d'utiliser des armes nucléaires soulève des crimes de guerre. Nous devons parler de la distinction, vous savez. Les planificateurs militaires sont tenus de distinguer les cibles civiles des cibles militaires. Nous savons que les armes nucléaires ne distinguent pas.
Maintenant, vous pourriez soutenir que dans le cas d'une riposte nucléaire, cela n'a tout simplement pas d'importance. Mais ici, nous parlons d'utilisation préventive d'armes nucléaires. La distinction passe par la fenêtre, un crime de guerre. Nous parlons aussi de proportionnalité. Que fait l'Iran qui pourrait être considéré comme proportionnel à une annihilation nucléaire? Et la réponse est rien. Le président est contrarié par l'emprise continue de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Et il menace la nation iranienne tout entière d'annihilation si le gouvernement iranien n'abandonne pas le contrôle des détroits. C'est encore une punition collective. Le président menace de génocide. L'homme est fou, littéralement fou. Il est fou si cela fait partie d'une norme de négociation, parce que aucune personne rationnelle ne négocierait en utilisant un tel langage, de telles positions. Et il est fou, simplement pour avoir menacé de génocide. Et le peuple américain est collectivement fou si nous laissons cela arriver. Je veux dire, c'est scandaleux que les gens continuent simplement d'aller et venir au travail sans rien faire, comme si de rien n'était. Où est le Congrès? Nous avons un membre du Congrès qui appelle à la mise en œuvre du 25 amendement. Où est le cabinet du président? Où est le chef d'état-major des armées? Je veux dire, à ce moment précis, il serait approprié que quelqu'un dise « Monsieur le Président, vous devez cesser. Vous êtes le commandant en chef, et vos publications sur les réseaux sociaux ont le poids d'une politique derrière elles. Et vous articulez un génocide, et nous, les membres en uniforme de l'armée des États-Unis, n'exécuterons jamais d'ordre lié à un génocide. Donc, modifiez cela, ou nous devons vous informer que nous ne pouvons pas continuer à recevoir, obéir et exécuter les ordres émis par vous. » C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est la portée et l'ampleur du problème et l'importance de la menace. Eh bien, il semble que le désespoir de Trump se soit au moins intensifié après que cette mission de recherche et de sauvetage a mal tourné, ou du moins ce qui semble être une mission de recherche et de sauvetage. Je me demandais comment vous comprenez cela, parce que les États-Unis semblent avoir subi beaucoup de pertes. Avez-vous des détails sur ce qui s'est passé pendant cette recherche et ce sauvetage? Scott Ritter. Je n'en ai pas. Je ne peux que me baser sur des spéculations informées fondées sur les données limitées qui ont été rendues publiques. Commençons par noter que la structure de force, 2MC, un 3-0 chargé d'hélicoptères d'assaut Little Bird, est une structure de force standard de recherche et sauvetage au combat pour laquelle s'entraîne la communauté des opérations spéciales de l'Air Force avec les forces d'opération spéciales de l'armée. Ce n'est pas classifié. En mai 2023, l'US Air Force a mené une opération, je crois qu'ils l'ont appelée Agile Chariot, dans le Wyoming, où ils ont utilisé exactement cette structure de force. Ils avaient un pilote abattu et blessé dans le cadre du scénario. 2MC, un 3-0 ont atterri sur une piste improvisée, ont déchargé des hélicoptères MH6 et AH6 qui sont partis effectuer une mission de recherche et sauvetage au combat, ont trouvé le pilote, l'ont récupéré, sont revenus et tout le monde s'est envolé. Donc pour les gens qui disent qu'il est impossible que 2MC, un 3-0 soit impliqué dans quelque chose comme ça, vous avez tort, simplement tort. C'est donc la moitié du problème. Nous avons des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas. Mais voici le rebondissement. La configuration de la force. Qui était à bord? Nous avions des unités d'opération spéciales de Tier 1. Nous avions la SEAL Team 6. Nous avions la Delta Force. Ils ne font pas de recherche et sauvetage au combat. Je veux dire, ils peuvent le faire. Hein. Ils sont bien sûr hautement entraînés et ils pourraient le faire, mais ils le font pas. Et l'autre chose est que ce package n'est pas un package d'opération spéciale de l'Air Force. Vous savez, un package CSAR, c'est une force opérationnelle interarmée d'opérations spéciales et ces forces sont formées pour exécuter des missions spécifiques qui leur sont confiées non pas par le commandant régional, mais par l'autorité de commandement national. Et la recherche et le sauvetage au combat n'est pas une mission envoyée par l'autorité de commandement national. L'autre chose aussi, quand nous regardons la composition et ce dont le président a parlé, il semble qu'il y avait un package à bord qui n'avait rien à voir avec la recherche et le sauvetage au combat, mais tout à voir avec une mission spéciale.
Et nous avons d'autres indices à ce sujet, car des cartes d'identité ont été trouvées à bord appartenant à des personnes ayant une expertise nucléaire. Et donc, ce que nous pouvons commencer à spéculer de manière informée, c'est que lorsque vous avez des Navy Seals, les Navy Seals de la Delta, de la SEAL Team 6, ils sont spécialement formés pour effectuer des missions de saisie nucléaire. Cela fait partie de leur profil de mission. La Delta Force possède également des capacités de mission similaires. La Delta Force et l'armée américaine possèdent également des capacités spécialisées de neutralisation des explosifs et munitions liés à la brèche d'installation nucléaire afin d'y accéder. Le président a fait référence à du matériel utilisé pour l'escalade de montagne. Non, ils avaient des hélicoptères. Ils escaladent pas de montagne. Le président a cependant révélé un aspect significatif. C'était du matériel utilisé pour se descendre dans une montagne. Vous savez, je crois que c'était une force opérationnelle interarmée d'opérations spéciales qui avait pour mission de sécuriser un aérodrome près d'Ispahan, puis de mener une mission de durée inconnue, pouvant durer des heures ou des jours, contre le complexe de tunnel sud d'Ispahan, où nous avions identifié une bouche d'aération. Et le travail des SEALs et de l'EOD était de percer la bouche d'aération. La Delta devait sécuriser et obtenir l'accès aux cylindres d'hexafluorure d'uranium, récupérer ces cylindres et les sortir. C'était la mission. C'est pour cela qu'ils étaient configurés. Maintenant, la question est donc, où intervient ce sauvetage de pilotes? Était-ce une improvisation décidée par le président qui craignait qu'il ne perde ce colonel au profit de l'ennemi et il a sacrifié la mission d'Ispahan? Parce que les avions sont entrés configurés pour Ispahan, ils ne sont pas entrés configurés pour la recherche et le sauvetage au combat, ils étaient surchargés, lourdement surchargés, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils se sont enlisés sur l'aérodrome et ont été incapables de décoller. L'autre chose est que le deuxième appareil a pu être endommagé par des tirs anti-aériens iraniens. Il y a des preuves physiques sur les restes de l'avion qui suggèrent que c'était le cas. Donc, cet avion n'aurait pas pu décoller de toute façon à cause des dommages subis. Encore une fois, il y a tellement d'inconnus à ce sujet, mais le fond du problème est que c'était une mission ratée. Ils peuvent parler de sauver un pilote abattu, mais c'était une mission ratée si elle était liée au complexe de tunnels d'Ispahan et à la récupération du matériel à l'intérieur. Le fait que cela soit dirigé depuis la Maison-Blanche est problématique. Cela dit qu'il se passait autre chose. Ce n'était pas juste de la recherche et du sauvetage au combat, c'était autre chose. Et peut être que toute cette histoire de sauvetage de pilotes était une couverture pour une opération ratée plus vaste qui a dû être avortée une fois que les avions se sont enlisés, une fois que les avions ont été endommagés. Ils ont dû tout annuler. Mais nous ne savons pas. Il y a tellement de choses là-dedans qui restent inconnues. Ce que nous savons, c'est que cette mission était condamnée à échouer dès le départ. Demandez-vous pourquoi les Iraniens étaient préparés? La réponse est assez évidente. Tulsi Gabbard a déclaré cette mission lorsqu'elle a dit au Congrès des États-Unis, en session publique, que la communauté du renseignement a une bonne idée de l'endroit où se trouve l'uranium iranien. Imaginez être les Iraniens et entendre la directrice du renseignement national dire « Nous avons une bonne idée ». Eh bien, les Iraniens savent exactement où il se trouve. Donc, ils sont autorisés à présumer que si elle a raison, ils doivent le sauvegarder, ils doivent le protéger. Ensuite, le Wall Street Journal publie un article le 29 mars qui dit que les États-Unis préparent un raid pour faire cela et les détails de la saisie d'aérodrome, une opération de plusieurs jours, encore une fois, pour s'en prendre à l'uranium que Tulsi Gabbard dit que nous connaissons. Et donc maintenant, les Iraniens sont capables de regarder vers l'extérieur et de dire « D'accord, voici un aérodrome où ils devraient atterrir, voici ce qu'ils font » et ils commencent à le défendre. Nous avons compromis cette mission dès le tout début. Mon Dieu, si nous allions faire cette mission, le travail de la directrice du renseignement national serait d'aller au Congrès et de dire « Nous n'avons aucune idée d'où se trouve l'uranium. Nous le cherchons encore. Voyez, là, vous faites baisser la garde aux Iraniens. Vous ne laissez pas fuiter votre plan dans le Wall Street Journal. En fait, ce que vous dites est l'exact opposé. Non,
Nous ne sommes pas préparés à faire cela parce que nous ne savons pas où c'est. Nous ne saurions même pas par où commencer pour chercher et mener un raid. Et ensuite vous déployez vos forces en secret. Au lieu de cela, quand ils ont fait monter en puissance ce C, vous pouviez littéralement définir la composition d'une force opérationnelle interarmée, d'opérations spéciales, basée sur les lieux d'où provenaient les forces, Pope Air Force Base, Hunter Airfield, Fort Bragg, les divers endroits où résident toutes ces capacités d'opération spéciales montent soudainement en puissance en même temps, de manière très médiatisée. Nous avons bradé cette opération. Cette opération était condamnée dès le départ. C'est l'une des choses les plus téméraires qui ait jamais été tentée. Elle n'allait jamais réussir parce que les Iraniens allaient toujours être prêts pour cela. Tout cet aspect est tout simplement ahurissant. Oui. Eh bien, si vous le mettez dans ce contexte, cela prend non pas du sens, mais cela éclaire les récentes menaces. C'est dire que si cette opération militaire a échoué, alors l'alternative serait juste de bombarder très lourdement. Je veux dire, soit utiliser les armes nucléaires comme il l'a suggéré, soit utiliser des armes conventionnelles pour s'en prendre aux centrales nucléaires, aux ponts, quoi que ce soit. Mais si vous suivez les médias israéliens, ils ont au moins sur l'une de leurs chaînes un compte à rebours avant que vaincre le 7 avril ne soit atteint, ce qui est dans quelques heures, avec une grande excitation. Comment pensez-vous que les Israéliens planifient cela ? Poussent-ils pour cette guerre massive ou semble-t-il qu'ils auraient des raisons d'être prudents parce que s'il semble que l'Iran va s'effondrer, ils ne vont pas se retenir? Je pense que c'est l'une des marques de fabrique de la stratégie iranienne qui est de suivre cette échelle de l'escalade assez diligemment. C'est dire que si les États-Unis et Israël montent d'un cran, ils suivent, mais si l'on essayait d'infliger des dommages aussi sévères à l'Iran quand on parle de la mort d'une civilisation, on peut imaginer les Iraniens riposter de manière très lourde. Scott Ritter, vous avez absolument raison, les Iraniens ont maintenu le contrôle de l'escalade, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'hésitation. Par le passé, les États-Unis et Israël croyaient pouvoir mener une action et que les Iraniens hésiteraient. Ici, les Iraniens répondent de manière décisive. Nous avons vu où les États-Unis et Israël ont frappé, principalement Israël a frappé des usines chimiques en Iran l'autre jour. L'Iran a immédiatement répondu en neutralisant certaines des usines chimiques les plus critiques en Arabie Saoudite, l'usine Sabik et d'autres, en les détruisant, en les rendant inutiles. Et en faisant cela, en infligeant un mal énorme à l'économie mondiale, beaucoup des ressources sur lesquelles nous comptons, les ressources à base de pétrole, ne vont plus être disponibles et il n'y a pas d'alternative. Sabik est une capacité de fabrication unique. Nous avons une usine Sabik juste ici. Je suppose que c'est la plus grande usine Sabik au monde aujourd'hui parce que celle en Arabie Saoudite a été mise hors service. Mais le danger maintenant est que quand nous entrons dans l'effacement d'une civilisation, comment l'Iran répond-il ? Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas infligé de dommages létaux à un État-nation. L'Iran sera en position de se justifier en éliminant toutes les usines de dessalement en Israël, toutes les usines de dessalement dans les États arabes du Golfe, et l'Iran a la capacité de faire cela. Et quand cela arrivera, ces États-nations ne seront plus capables de fonctionner, plus capables de survivre, parce que vous avez besoin d'eau, et il n'y a pas de source d'eau alternative pour des millions de personnes. Vous verrez un dépeuplement. Vous savez, les Israéliens ont la capacité de monter sur des bateaux et des avions et de quitter leur pays. Beaucoup d'entre eux ont des passeports, ils pourraient aller vivre dans d'autres nations. Mais pour les Arabes du Golfe, où vont-ils aller ? Et pour les expatriés qui appellent ces soi-disant bastions de la civilisation leur foyer, que se passe-t-il quand ils s'avèrent n'être rien de plus que des avant-postes du désert glorifié? Vous ne pouvez pas boire le pétrole. Et c'est tout ce qui restera à boire si les usines de dessalement sont abattues. Donc, il va y avoir des conséquences pour les actions de Donald Trump, et cela pourrait être des conséquences tueuses de nations. Je ne sais pas ce
ce que l'Iran va faire. Ils ont toujours eu une approche très civilisée à ce sujet. Mais face à la survie existentielle, l'Iran pourrait devoir, et la dissuasion ne fonctionne que si les gens sont convaincus que vous allez appuyer sur la détente. Et si les États-Unis font cela, alors l'Iran doit mettre fin à une nation, littéralement. Et je veux pas dire par des armes nucléaires et autres, mais je veux dire rendre impossible la survie de cet État-nation. Qu'ils choisissent Israël, qu'ils choisissent les Émirats arabes unis, qu'ils choisissent Bahreïn, le Koweït, peu importe. Mais une nation doit cesser d'exister pour que toutes les nations comprennent quel sera leur sort si elles continuent à être passives face à l'Amérique, déclarant le génocide comme sa politique officielle. Oui, au début j'étais optimiste à propos de Trump. Je pensais que beaucoup de ses idées étaient organisées autour de l'idée de réduire l'Empire pour sauver la République, mais il semble détruire la République, au moins par un dommage réputationnel envers les États-Unis. Il est difficile de s'en remettre, mais les ramifications sont tout à fait mondiales. Je veux dire, comment voyez-vous, j'imagine qu'il est difficile de mesurer à la fois les conséquences militaires, économiques et politiques de cela, mais si vous siégez à Pékin ou à Moscou, quel genre de considérations pensez-vous qu'ils prennent en compte ici? Parce que l'Iran n'est pas un pays insignifiant, c'est un partenaire stratégique assez important. Scott Ritter, oui, je veux dire, c'est 90 millions de personnes, c'est pas un pays insignifiant, un potentiel économique énorme. Vous savez, la Russie et la Chine ont adopté une position très pragmatique vis des États-Unis et de Donald Trump. Mais cette position a toujours été fondée sur l'idée que travailler avec les États-Unis, aussi difficile que cela puisse être, était toujours la meilleure option par opposition à travailler contre les États-Unis. Si Donald Trump va jusqu'au bout, si il utilise des armes nucléaires, tous les paris sont ouverts. Il doit être traité comme un paria, et les États-Unis doivent être traités comme un paria. Toutes les nations doivent cesser et s'abstenir de toute relation avec les États-Unis. Les Américains doivent s'entendre dire qu'ils sont persona non grata n'importe où dans le monde. Les ambassades américaines doivent être fermées. Les entreprises américaines doivent être reprises. Et la Russie et la Chine doivent avertir les États-Unis qu'elles traiteront toute agression américaine comme une menace existentielle et confronteront les États-Unis à la réelle possibilité d'une guerre. Thermonucléaire. Si les États-Unis utilisent des armes nucléaires contre l'Iran, cela signifie qu'il n'y a plus de ligne rouge pour les États-Unis. Aucune. Absolument aucune. Et ils deviennent un chien enragé, et un chien enragé doit être abattu. Je déteste le dire, parce que c'est mon pays, je vis ici, mais c'est la réalité. Nous, le peuple des États-Unis, ne pouvons pas tolérer ce gouvernement. Nous devons nous opposer à ce gouvernement avec tous les pouvoirs dont nous disposons. Et je ne parle pas de révolution et de descendre dans la rue et tout ça. Je parle du pouvoir du vote. Nous devons mettre fin à cette présidence. Nous devons élire des gens qui sont prêts à destituer ce président et à condamner ce président et tous ceux qui obéissent à ces ordres illégaux. Nous devons avertir les généraux que si vous obéissez à ces ordres, vous serez traqués et tenus pour responsables à un moment donné dans le futur. Qu'il n'y aura de refuge pour personne qui articule un soutien à des politiques génocidaires, à des guerres d'agression illégales. Si nous ne faisons pas cela, alors nous avons perdu notre statut de peuple souverain et d'État souverain. C'est un moment existentiel pour les États-Unis d'Amérique. Nous avons élu un fou et la question maintenant est de savoir ce que nous allons faire à ce sujet. Eh bien, si les États-Unis ne choisissent pas cette option, c'est à dire soit utiliser des armes nucléaires, soit juste chercher à tout détruire, les usines énergétiques, tout cela à travers l'Iran. Quelles sont les alternatives? Parce que pour le moment, il n'est pas clair ce que les troupes au sol peuvent accomplir. Surtout après cette mission ratée, on supposerait qu'il y aura plus d'appréhension ou de prudence au Pentagone. Mais y a-t-il des possibilités maintenant d'ouvrir le détroit d'Ormuz? Un but réel pour les troupes au sol? Je me demande juste si Trump est assis à son bureau maintenant avec les différentes options. Eh bien, que pourrait-il faire? Scott Ritter, rien. Il ne peut rien faire. Nous n'avons pas la structure de force capable de faire quoi que ce soit de significatif sur le terrain.
Vous savez, les Marines pourraient prendre l'île de Karg, mais ensuite ils ne peuvent pas la tenir, parce qu'ils seront soumis à un bombardement logistiquement insoutenable. C'est pas logistiquement soutenable, et nous subirons des pertes juste en restant là à être frappés. Donc c'est vide de sens, et de plus, prendre l'île de Karg n'ouvrira pas le détroit. Cela n'aura aucun impact sur le détroit. Je pense que ce que nous devons faire, c'est que Trump accepte la proposition iranienne et y ajoute peu, être une nuance. Vous savez, quand les Iraniens disent qu'ils opéreront sous garantie, mais qu'ils doivent être autorisés à avoir de l'uranium. Ce que je ferais, si j'étais aux États-Unis, je dirais, vous devez nous donner l'accord que vous aviez sur la table avant que nous commencions à vous bombarder. C'est notre position non négociable. En échange de cela, je dirais aussi, si j'étais les États-Unis, que nous ne vous paierons jamais de réparation directement, mais ce que nous autoriserons, c'est que vous installiez une station de péage au détroit d'Ormuz et que vous collectiez l'argent qui paiera pour la réparation de votre pays. Mais gérez cela comme un poste de l'autoroute de l'État de New York. Vous savez, vous êtes censé collecter le péage seulement jusqu'à ce que vous ayez remboursé le coût de la construction de l'autoroute, et ensuite le poste de péage est censé disparaître. Et je dirais aux Iraniens, dans le cadre de cet accord, que nous ne vous paierons pas directement, mais que vous pouvez ouvrir ce poste de péage et collecter l'argent nécessaire à la reconstruction. Les Nations Unies se mettront d'accord sur un montant d'argent, et ensuite vous soumettrez un rapport annuel, et quand vous aurez reçu les fonds pour payer la réparation, alors le détroit d'Ormuz passera de votre contrôle au contrôle international, quelque chose de cette nature. Et ensuite nous devons lever les sanctions, nous devons autoriser l'Iran à vendre son pétrole de manière libre et tout cela. Je pense que ce serait une victoire pour l'Iran, et cela fournirait une porte de sortie qui pourrait être politiquement acceptable pour Trump. Il pourrait dire « J'ai accompli ce que personne n'a accompli. J'ai mis fin au potentiel d'armes nucléaires de l'Iran. Reste à voir si le peuple américain y croira suffisamment pour le récompenser en novembre. Mais il y a une porte de sortie diplomatique. Les États-Unis doivent juste avoir le courage de la prendre. Le courage et la sagesse. » Oui, c'est ça, le courage et la sagesse. Mais cela ne viendra pas de Trump, j'en ai le sentiment. Voyez-vous quelque chose cependant au sein des États-Unis ? J'ai vu Marjorie Taylor Greene affirmer que Trump devrait essentiellement s'emparer du pouvoir maintenant. Mais y a-t-il des forces politiques significatives qui s'opposent réellement à cela ? Parce que je vois à travers l'Europe qu'aucun des alliés de l'Amérique ne semble élever la voix. Mais bien sûr, il y a des inquiétudes en Europe, en Asie de l'Est, même au Moyen-Orient, de la part des alliés sur la fiabilité des garanties de sécurité ou les menaces possibles de se rendre trop dépendants. Mais y a-t-il une opposition qui arrive ou sinon des alliés, des adversaires ? Qu'en pensez-vous ? Scott Ritter. Il n'y a pas d'opposition en ce moment, sauf de la part de l'Iran. Il n'y a pas d'opposition interne significative. Oui, il y a quelques cas isolés. Marjorie Taylor Greene, Ro-Khanna appelle à invoquer le 25 amendement pour retirer cet homme de ses fonctions. Mais il n'y a pas de mouvement politique sérieux pour donner suite à cela. L'Europe ne compte tout simplement plus. Littéralement, elle ne compte pas. L'hypocrisie de l'Europe d'interpeller Donald Trump pour ses déclarations criminelles alors qu'il cautionne l'attaque contre l'infrastructure énergétique russe est tout simplement ahurissante. Mais encore une fois, l'Europe s'est rendue totalement non pertinente. L'Europe n'a rien qu'elle puisse apporter à la table, rien qu'elle puisse offrir. Leur économie est sur le point d'être frappée par un raz-de-marée de pénurie d'énergie. Et la seule solution est la solution qu'ils n'accepteront pas, à savoir revenir à l'énergie russe, et à ce stade, la Russie pourrait ne pas le vouloir. La Russie est en ce moment, je ne sais pas s'ils ont la capacité de soutenir l'Europe, la Russie est occupée à signer des contrats avec tout le reste du monde, répondant à leurs besoins énergétiques, maintenant que 22% des approvisionnements énergétiques mondiaux ont été retirés du marché. Donc, l'Europe est non pertinente. En Asie, les États-Unis causent un tort irréparable ici. La Corée du Sud, le Japon parlent de rationnement du carburant. Ils sont totalement dépendants du Moyen-Orient pour l'essentiel de leurs approvisionnements énergétiques. Et il va y avoir du ressentiment envers les États-Unis qui non seulement ont échoué à les protéger, mais sont responsables du mal qui les frappe à ce stade.
c'est un désastre pour les États-Unis. Un désastre absolu. Est-ce une bénédiction pour le monde? Est-ce ce qui devait arriver pour permettre au monde de se rassembler et de sonner les cloches et chanter Ding dong, la sorcière est morte, la méchante sorcière, parce que nous sommes la méchante sorcière. Nous sommes les mauvaises personnes du monde. Je veux dire, c'est quelque chose dont nous pouvons rire avec l'analogie, mais le fait est que mon président a articulé une politique qui ferait de nous la plus grande nation génocidaire de l'histoire du monde. Non, si nous mettons en œuvre avec succès cette politique, nous aurons fait plus de mal que l'Allemagne nazie, plus de mal que le Japon impérial. Et en tant qu'Américain, c'est tout simplement intolérable. Intolérable. Si c'est une partie d'une tactique de négociation très immorale et dangereuse, que pensez-vous qu'il puisse être réellement accompli à ce stade? Parce que les Iraniens, aux dernières nouvelles, ont cessé les négociations, étant donné la rhétorique agressive venant de Washington. Mais d'un autre côté, il semble que Witko Kouchner a été écarté et que J.D. Vance, qui apparemment n'a jamais voulu cette guerre, s'occupera d'une partie des négociations. Pensez-vous qu'il y ait une voie possible où les deux camps sont-ils simplement trop éloignés? Scott Ritter, c'est là que j'ai des ennuis avec mes amis iraniens, parce qu'ils pointent les gens dans les rues d'Iran qui disent au gouvernement « Maintenez le cap, finissez cette chose. Ne cédez pas. Pas de cessez-le-feu, rien. » Et c'est la passion d'un peuple qui est très puissante en termes d'expression, de soutien. Mais nous avons affaire à un gouvernement qui essaye depuis des décennies maintenant de faire lever les sanctions et d'apporter une vie meilleure au peuple iranien. Cette lutte a créé le potentiel pour que les sanctions soient levées, pour que l'Iran soit autorisé à rejoindre la famille des nations en tant que membre à part entière, pour que le gouvernement iranien livre au peuple iranien tout ce qui a été promis au cours des dernières décennies. Alors comment y arriver de là où ils sont? Cela va nécessiter du leadership de la part de l'Iran. Ils doivent comprendre que s'ils cherchent à trop exiger, peu importe à quel point c'est justifié, je ne suis pas en train de dire ici que les Iraniens ne sont pas justifiés de poursuivre une victoire qui leur profite au mieux vu tout ce qu'ils ont sacrifié et qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Mais parfois, vous pouvez obtenir une victoire à la Pyrrhus. Le prix que vous payez pour votre victoire est trop élevé. À un moment donné, si l'Iran ne trouve pas une formule qui sera acceptable pour les États-Unis s'attacheront à faire disparaître l'Iran. C'est juste que nous n'allons jamais nous rendre à l'Iran. Et c'est là que le gouvernement iranien doit intervenir et être intelligent. Trouver une solution qui mette fin à ce conflit, qui permette la levée des sanctions, qui permette à l'économie iranienne d'être pleinement engagée, mais qui donne aussi à l'Amérique une sortie digne. C'est une question de politique en ce moment. Et donc, il devra y avoir des compromis de la part des Iraniens s'ils veulent transformer cette victoire en quelque chose de significatif. Je veux dire, ils peuvent se battre jusqu'au bout et revendiquer la victoire, mais si le prix de la victoire est la dévastation absolue et la destruction de votre nation, c'est littéralement la définition de ce qu'est une victoire à la Pyrrhus. Je ne pense pas que l'Iran cherche une victoire à la Pyrrhus. Je pense qu'il cherche un terme à la situation qui existe depuis 5 décennies où les États-Unis cherchent une domination hégémonique sur une région qui inclut l'Iran. Oui. Non, j'ai tendance à être d'accord avec ce sentiment. Je pense que si leur victoire était trop grande, soit les États-Unis, comme l'a suggéré Trump maintenant, soit Israël, pourraient recourir à une arme nucléaire ou feraient tout ce qu'il faut pour détruire l'Iran. Mais c'est pourquoi c'est un point critique, semble-t-il, parce que jusqu'à présent, il y aurait une possibilité, je pense, d'obtenir un genre d'accord. Mais si Trump va de l'avant avec cela, tout semble fini, n'est-ce pas? Je veux dire, si il ne s'agit pas d'une arme nucléaire cette fois, si ils s'en prennent juste à ces centrales nucléaires, détruisent cela avec les retombées nucléaires, les ponts, tout cela. Je veux dire, si c'est la seule chose qu'il vise, il va être très difficile pour l'Iran, quand tout cela aura été détruit, de faire demi-tour et d'accepter quoi que ce soit. Scott Ritter. Je veux dire, oui, bien sûr, mais les gens doivent comprendre que l'infrastructure peut être reconstruite. Les Chinois sont très doués pour cela,
Et je crois vraiment que si ce conflit se termine, la Chine jouera un rôle très important dans la reconstruction de l'Iran. La Russie jouera un rôle aussi. L'inquiétude porte sur l'infrastructure énergétique. Quels dommages y sont causés? Parce que même si vous levez les sanctions et permettez à l'Iran de se reconnecter, s'ils ne sont pas capables de produire l'énergie, ils vont être en difficulté. Et plus l'Iran attend pour se reconnecter, plus le marché sera pris par d'autres, la Russie pour en citer un. Et la Russie est une bonne amie et une bonne alliée, mais je ne pense pas que la Russie soit le genre d'ami qui donne la moitié de son salaire. Donc l'Iran doit être réaliste ici sur ce qu'ils peuvent accomplir. Je sais qu'ils sont très en colère. Je sais qu'ils ont la droiture de leur côté, mais ils ont aussi besoin d'être réalistes sur ce qui peut être accompli. La défaite stratégique des États-Unis est une impossibilité, parce que nous sommes une nation dotée de l'arme nucléaire, et nous utiliserons les armes nucléaires avant de nous laisser effondrer. Donc si l'Iran cherche à faire s'effondrer l'Amérique, non. Nous avons déjà vu que l'Iran a rendu impossible pour les forces américaines de rester au Qatar. Ils ont dit qu'ils fermaient la base aérienne d'Al-Udeid et la présence américaine là-bas. Quelles autres nations suivront le mouvement? Les États-Unis peuvent-ils se permettre de revenir et de reconstituer leur empreinte au Moyen-Orient? Et quelle politique favoriserait une forte empreinte militaire? Il y a beaucoup d'inconnus qui doivent être mieux définis, mais mettre fin à ce conflit alors que l'Iran peut encore fonctionner comme un membre de la communauté internationale, devrait être le but et l'objectif de chaque politicien iranien. Un but que vous avez mentionné plus tôt serait être de saisir l'île de Karg. J'ai entendu le général Keith Kellogg souligner qu'au minimum les États-Unis devraient saisir l'île de Karg et soit son idée de tenir l'île avec les installations énergétiques, soit juste tout détruire ce qui est là. Pensez-vous que l'une de ces deux options pourrait être l'une des principales? Parce que si cela est arrêté, c'est un énorme morceau de l'économie iranienne. Scott Ritter, eh bien, les Iraniens ont dit qu'ils allaient simplement... C'est un endroit qui est utilisé actuellement pour transférer le pétrole sur des pétroliers et autres, mais l'Iran peut facilement construire, encore une fois avec l'aide chinoise. Ils peuvent faire de Bandar Abbas ce port, de Chabahar, ils peuvent construire un nouveau port totalement dédié. Perdre l'île de Karg ne met pas fin à tout, c'est une question de commodité. Mais encore une fois, cela montre comment les États-Unis se focalisent singulièrement sur des questions qui n'ont pas été mûrement réfléchies. L'occupation physique de Karg peut bien sûr être accomplie. C'est ce que fait le corps des marines. Nous avons 2 équipes de débarquement de bataillons. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ces équipes seraient capables de sécuriser un point d'appui à terre, de se frayer un chemin et d'occuper l'île. Et ensuite, d'abord cela pourrait coûter très cher. Les Iraniens sont sous terre dans des tunnels. Cela pourrait être un cauchemar de les en déloger. Mais nous les délogerons parce que nous sommes des marines. Mais maintenant, nous devons tenir une île. Et le continent iranien est juste là. Ils ont des missiles et des drones. Ils vont juste continuer d'arriver, continuer d'arriver, continuer d'arriver. À un moment donné, nous devrons quitter l'île de Karg. Et qu'aura-t-il accompli? Rien. J'espère donc que le président va maintenant être informé par son cabinet qu'ils ne peuvent pas soutenir ce genre d'opération, qu'il n'y a aucune raison militaire pour cette opération. Ma dernière question porte sur Israël, parce qu'il semble avoir été une force motrice clé, incitant Trump à aller de l'avant avec cela. Pensez-vous qu'il puisse jouer un rôle plus important si les États-Unis optaient maintenant pour cette destruction complète de l'Iran? Scott Ritter, si nous prenons cette route, nous suivons le plan israélien. C'est ce que veulent les Israéliens. C'est ce qu'ils ont voulu depuis le début. Et donc Israël applaudira sur la touche, mais les Israéliens ne font pas face à la réalité que c'est fini pour Israël. En septembre 2023, Benjamin Netanyahou, en entendant l'annonce de Joe Biden à New Delhi, lors de la réunion du G20, concernant l'intention de créer le corridor économique Inde moyenne, Orient-Europe, Netanyahou est sorti et a dit que c'était le jour le plus important de l'histoire moderne d'Israël. Les gens ont oublié cela. Le jour le plus important de l'histoire moderne d'Israël. Pourquoi? Parce que le fait est qu'Israël est un État dysfonctionnel tant qu'il ne peut pas devenir une superpuissance économique dans la région. Et ce corridor allait positionner Israël pour être exactement cela. Ce corridor était vu comme une extension des politiques des accords d'Abraham. Et
Encore une fois, l'idée est que les nations arabes reconnaissent Israël, fassent des affaires avec Israël et établissent des partenariats commerciaux où Israël aurait un rôle de leader. Cela aurait rendu Israël légitime aux yeux des pays régionaux et donc un acteur dans le climat global de l'humanité. C'est fini. Il n'y aura pas de corridor économique Inde-Moyen-Orient. Israël est en train d'être détruit au moment où nous parlons. Qui va payer pour la reconstruction israélienne? Et s'il passe au niveau supérieur, nous allons voir une population chuter soudainement de 2, 3, 4 millions alors que les gens fuient parce qu'il n'y a pas d'eau pour entretenir la vie. Israël a encore un poids politique ici chez nous, mais le fait est que Israël a subi de tels dommages à cause de ce conflit. Le conflit qu'ils ont commencé, le conflit dont ils ont défini la portée et l'ampleur, Israël a subi d'énormes dommages irréparables. Qui va payer pour leur reconstruction? Pas les États-Unis. Et comment vont-ils survivre? Leur économie est déjà en lambeaux. Personne ne va faire d'affaires avec eux. Je pense que c'est la fin d'Israël tel que nous le connaissons en tant que foyer juif moderne. Je ne pense pas que ce soit un modèle durable désormais. Et ce sera l'une des grandes victoires de tous les temps, mais ce sera une victoire de l'Iran sur Israël. Oui, c'est toujours dangereux quand des pays font face à ce genre de menaces existentielles. Mais juste, désolé, une dernière question. Qu'est-ce que nous savons jusqu'à présent des dommages qui ont été infligés à Israël parce que nous n'obtenons pas beaucoup d'informations venant d'Israël? Scott Ritter. Encore une fois, nous ne savons pas grand-chose. Nous savons que des photographies continuent d'être prises de missiles frappant des cibles même après que les Israéliens disent que les missiles ont été interceptés. Mais la preuve sera dans les faits. Quelle est la performance économique d'Israël en ce moment? Dans quels contrats sont-ils engagés? Où gagnent-ils de l'argent? Et la réponse est qu'ils n'en gagnent pas. Israël n'est pas ouvert aux affaires en ce moment. Les entreprises ne fonctionnent pas normalement. Elles ne peuvent pas fonctionner normalement en étant sous un bombardement continu. Israël a littéralement inventé la douleur à court terme pour un gain à long terme. Cela semble être l'approche israélienne en ce moment. Mais la douleur qu'ils subissent était une chose dont les Israéliens s'inquiétaient toujours. En juin, ils ont dit « Nous devons arrêter parce que nous subissons trop de douleur et nous n'avons pas de porte de sortie identifiable parce que les États-Unis n'avaient pas rejoint le mouvement. » Maintenant, ils ont les États-Unis avec eux. C'est en fait une victoire politique pour Benjamin Netanyahou d'amener le président Trump à faire ce qu'aucun autre président n'était prêt à faire, à savoir rejoindre un plan concerté, piloté par le militaire, pour éliminer la théocratie. Les Israéliens ont donc ce qu'ils voulaient, mais cela ne se passe pas comme ils le voulaient. Les États-Unis sont incapables de conclure l'affaire sur la victoire, et Israël manque de capacité pour obtenir la victoire unilatéralement. Et maintenant, nous avons une situation où les États-Unis cherchent une porte de sortie. Que se passe-t-il si les États-Unis acceptent une porte de sortie mais disent « nous ne pouvons pas contrôler Israël, c'est entre l'Iran et Israël ». Et maintenant, Israël est seul avec les Iraniens continuant de les pilonner quotidiennement. Combien de temps Israël peut-il survivre? À quoi ressemblera Israël l'année prochaine à la même époque? Sera-ce le même parasite grotesquement élargi qu'il est? Ou les Israéliens seront-ils revenus à leurs frontières de 1968 et auront-ils appris à vivre en paix avec leurs voisins palestiniens? Le fond du problème est qu'Israël est le problème fondamental. Et à moins que la solution à ce conflit n'inclue une solution viable pour limiter la capacité d'Israël à projeter sa puissance agressivement contre ses voisins, il est difficile de parler de conditions de paix qui seraient acceptables pour l'Iran. D'accord. Eh bien, merci d'avoir pris le temps et je suppose que dans quelques heures, nous découvrirons ce qu'il faut penser des affirmations assez vulgaires et agressives de Trump. Alors, merci encore. Nous arrivons au terme de cet entretien exceptionnel avec Scott Ritter. Ce que nous venons d'entendre est un avertissement qui devrait résonner dans chaque capitale du monde. De l'échec tactique des forces spéciales à Ispahan jusqu'à la rhétorique d'annihilation nucléaire portée par la Maison-Blanche, Scott Ritter nous a décrit un empire acculé, capable de choisir le pire plutôt que d'accepter la fin de son hégémonie. Chez Geopolitics News, notre analyse est la suivante. Nous ne sommes plus dans une simple crise diplomatique, mais dans un moment existentiel pour l'humanité. L'échec des opérations secrètes américaines montre que l'Iran n'est pas seulement une puissance régionale, c'est une forteresse préparée. Le risque est que Washington, faute de solutions conventionnelles,
ne bascule vers l'option finale pour sauver la face. Tel Aviv a réussi à entraîner les États-Unis dans son sillage, mais à quel prix? En brisant les structures de survie comme le dessalement, l'axe Washington-Israël risque de créer un désert où aucune civilisation ne pourra subsister. Si les menaces de Trump se concrétisent, l'ordre mondial de 1945 mourra ce soir. La Russie et la Chine ne resteront pas passives devant un précédent de génocide nucléaire. Les États-Unis risquent de devenir, selon les mots de notre invité, un paria global. L'avenir est incertain, mais une chose est sûre. Le courage de la vérité est notre seule protection contre la folie des puissants. Avant de vous rendre l'antenne, je dois vous lancer un cri d'alarme. La situation de Géopolitique News est catastrophique. Malgré la qualité de nos invités et l'importance de nos sujets, nous faisons face à un mur, la stagnation de notre communauté. Je vais être brutal avec vous. Si vous ne nous aidez pas, aujourd'hui, nous risquons tout simplement de ne plus exister demain. Nous ne pouvons pas porter cette voix seuls. Rappelez-vous, 99% d'entre vous ne sont pas abonnés. Cette passivité nous tue. Abonnez-vous, à l'instant même. Ne quittez pas cette vidéo sans cliquer sur le bouton rouge. Likez massivement. C'est notre seule bouffée d'oxygène face à l'algorithme. Partagez. Envoyez ce lien à vos proches. Publiez-le sur vos réseaux. Votre abonnement est le vote qui nous permet de rester à l'antenne. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés pour sécuriser l'avenir de votre chaîne. Merci d'avoir été avec nous. C'était Aminata Keita Diop. Restez en veille, car les heures qui viennent seront décisives. Bonne soirée sur Géopolitique News.